Alors, elles font fureur à Wall Street, on peut le dire comme ça. Et dans un contexte d'incertitude persistante sur les marchés boursiers, on se demande si elles ne pourraient pas, alors pas tout de suite, mais un jour, représenter un danger supplémentaire. Elles, ce sont les options à très court terme qui connaissent un succès fulgurant, un carton à Wall Street depuis le début de l'année. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On dit souvent que la bourse n'est pas on rappelle, c'est évidemment pas un casino, mais là, et qu'on est là évidemment pour investir son argent, on n'est pas là pour jouer son argent, on est là pour l'investir. Mais là, force est de constater, en tout cas d'avouer que avec ces options à durée de vie 24 heures, ça y ressemble un petit peu quand même. On va dire que c'est très binaire, effectivement. Et le succès, et d'ailleurs, il remonte un peu plus loin que le début de l'année. Ça a vraiment démarré avec, là aussi, le Covid. Quand les gens étaient enfermés chez eux, le marché a considérablement augmenté, notamment pour les particuliers, même si on va voir qu'il reste encore minoritaire. Leur petit nom, vous l'avez dit, vous ne l'avez pas dit, en anglais, c'est les Zero DTE. Zero DTE. Donc, Zero Days to Expiration. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une option, mais au lieu d'avoir une échéance qui va être à une semaine, un mois, 6 mois. Exactement, et bien là, c'est aujourd'hui. 24 heures. Ah, c'est aujourd'hui, c'est pas 24 heures, c'est dans la journée. Voilà. Donc, effectivement, ça vous fait quand même. Il faut avoir assez vite. Faut avoir raison assez vite, pardon. Donc, elles peuvent être liées à des indices, des ETF, des actions. C'est la même chose qu'une option classique, hormis effectivement son échéance qui est beaucoup plus courte. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien? C'est que c'est pas cher. C'est aussi le fait qu'une variation du sous-jacent, c'est-à-dire finalement l'actif sur lequel vous allez pouvoir prendre un pari à la hausse ou un pari à la baisse, et bien même une variation assez faible va pouvoir engendrer des effets assez importants sur l'option. Donc ça veut dire qu'en gros, sur une option, sur une Zero DTE, comme ça, si vous vous plantez, vous avez de fortes chances de tout perdre dans la journée. Et à l'inverse, quand vous avez raison, quand vous êtes dans la bonne direction, c'est une option qui va vous donner sans doute, qui vous donnera dans la plupart des cas la hausse la plus franche. Donc c'est tout ça pour faire des paris à très court terme. Tout ça pour faire des paris à très court terme, exactement. Voilà, Alors majoritairement, sur plein de choses, mais très majoritairement au départ, David, sur le S&P 500. Ça reste quand même un des principaux, l'indice majeur américain qui reste essentiellement joué par les investisseurs institutionnels, et on va le voir un petit peu plus particulier. Alors si on en parle, c'est que les volumes, justement, sur ce type d'options connaissent un développement absolument hallucinant. Oui, développement grandissant. JP Morgan, qui a fait récemment une note sur le sujet, nous expliquait qu'en valeur notionnelle, la valeur notionnelle quotidienne des échanges des options des 0 DTE, elle atteignait 1000 milliards de dollars, donc c'est quand même plutôt pas mal. Reuters qui évoque de son côté des données de Spot Gamma, montrant que sur l'indice S&P 500, les échanges de contrats 0 DTE représentent désormais 44% du volume quotidien moyen des options sur 10 jours, contre 19% il y a un an, 5% en 2016, donc on voit bien que la courbe de progression est assez forte. Voilà, et tout ça amène évidemment plus de volatilité sur les marchés, c'est ce qui est recherché. Est-ce que tout ça est un petit peu réglementé? Comment ça se fait surveiller ou pas par les instances réglementaires? J'ai pas trouvé grand-chose sur pas beaucoup de positions. Vous savez, un peu comme la BCE ou chez nous l'AMF, quelquefois on a des notes sur les instances réglementaires qui nous expliquent qu'elles surveillent les marchés. Là, j'ai pas trouvé grand-chose. La seule chose que j'ai trouvée un petit peu récente, c'est un échange entre la Future Industry Association avec l'Option Clearing Corporation, qui est une chambre de compensation sur les options, et qui disent que ils sont en train de suivre l'augmentation de volume de ces produits pour mieux en comprendre un petit peu le développement, le risque potentiel qui serait capable de faire peser sur les marchés. Mais pour le moment, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir, tout va bien. Enfin, pas d'alerte levée sur le développement de ce type de produit. On a quand même retrouvé... Il faut aussi toujours être un petit peu prudent parce que c'est pareil, les stratégistes, les analystes aiment bien les scénarios extrêmes qui peuvent faire des bons titres dans les médias. Mais JP Morgan, là encore, nous a sorti un scénario extrême de tension sur le S&P 500 et ils ont déroulé le truc en disant aujourd'hui, finalement, dans un scénario où le S&P 500 viendrait à perdre 5% en 5 minutes, faut y aller quand même, 5% en 5 minutes, ça pourrait entraîner le trading de 30,5 milliards de dollars sur les 0 DTA qui viennent de rajouter 20 points de baisse supplémentaires à l'indice. On passerait de 5 à 25. Donc tout de suite, on rigole moins. Encore une fois, scénario extrême. Mettons un petit peu des pincettes là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'indice VIX, vous savez, l'indice de la peur, l'indice de la volatilité,
qui est basé justement sur le suivi des options, mais là qui nous donne une vision plutôt prospective à un mois, eh bien le CBOE, hein, comment dire, la société de bourse la principale pour les options, a lancé aujourd'hui, en début de semaine, c'était le 24 avril pour être précis, le VIX One Day qui maintenant prend en compte ces options un jour pour avoir une meilleure vision du développement de ce marché. Donc c'était bien lundi. Parce que le risque, effectivement, le risque, il est pour les particuliers derrière. Je veux dire, est-ce qu'ils mesurent bien ce qu'ils font, hein? Et c'est un petit peu ça, parce que, on l'a dit, développement également pendant la crise Covid et autres, ça reste encore limité. Là aussi, pour le moment, ils sont moins de 6% sur les volumes globaux des DTI. Donc c'est quand même pas très important. En revanche, ce qu'on constate, c'est que c'est une étude récente, et on mettra le lien dans la vidéo, dans le replay, faite par 3 universitaires allemands, nous montre qu'elle représente désormais 75% les DTI du volume total de transactions des options sur le S&P 500. Donc on voit bien qu'elles se sont vraiment imposées, en tout cas pour les particuliers qui trade. On voit aussi, je suis allé faire mon petit tour sur, vous savez, Reddit, les Wall Street Bets, ceux qui nous avaient lancé les meme stocks, ceux qui nous avaient lancé GameStop. On voit qu'il y a beaucoup de sujets sur les DTI. On voit aussi qu'il y a, c'est beaucoup débattu sur des émissions pédagogiques sur YouTube et autres. Donc on voit que le sujet intéresse énormément les investisseurs américains. Et on voit bien que le CBOE d'ailleurs, et la Security Industry and Financial Market Association, la SIFMA, ont plutôt poussé pour aller, ils ont dit tiens c'est pas mal ça, ont plutôt poussé pour que les particuliers rentrent sur ce genre de marché. Donc on les a plutôt encouragés à trader sur ces options à très court terme. On a fini là-dessus un bilan justement de l'utilisation de ces produits hyper spéculatifs par les particuliers américains. Alors, ce qui se dessine, toujours si je reprends cette étude faite par les universitaires allemands, c'est que finalement, et on le voit même dans le niveau de technicité des émissions ou des échanges de sujets, l'investisseur américain est quand même assez calé sur le sujet. Il ne fait pas n'importe quoi. Hein. Donc il y aurait l'idée de... alors certes, on l'a dit, il y a toujours ce côté un peu casino, parce que vous pouvez avoir du levier en mobilisant très peu de capital. Vous avez ce pari binaire, vous vous plantez, vous perdez. Si finalement vous allouez qu'une part relative de votre portefeuille, et c'est ce que font beaucoup d'investisseurs particuliers américains, le risque reste à peu près sous contrôle. Ce que nous dit quand même cette étude, c'est que sur une période, toujours sur le S&P 500, sur une période février 2021-février 2023, les investisseurs particuliers ont perdu jusqu'à 70 millions de dollars, donc c'est pas non plus anecdotique, mais pas tellement forcément sur leur position, mais plutôt sur les David, et ça c'est quand même une drôle de surprise, alors qu'on parle depuis des années de base de frais, sur les coûts de transaction, 50 millions qui seraient liés aux coûts de transaction. C'est pour ça que derrière, il y a sûrement certains lobbies qui sont intéressés à ce que ces options puissent continuer à prospérer. C'est la morale de l'histoire, c'est-à-dire qu'à une époque où les frais de courtage, de transaction sur les actions, sur les ETF ont énormément baissé, eh bien avec ces options, on vous retrouvez avec, vous savez, des spreads, hein, l'écart entre lequel la société va acheter le produit et va vous le vendre, on se retrouve à 10-12%. Ah ben on comprend que ça paye bien, on comprend qu'effectivement ces professionnels, le marché a tout intérêt à pousser ces produits, les Citadel, les Wolverine, les Susquehanna, enfin bref, tous ceux qui sont spécialisés dans l'achat et la vente d'options, en tout cas le trading d'options aux États-Unis. Donc c'est peut-être la morale de l'histoire, c'est que derrière tout engouement apparemment populaire, il y a aussi quelques entreprises qui ont bien intérêt. Voilà. Les Zero DTE. Zero TDA, DTE. DTE. Zero Days to Expiration. Il n'y a pas en France ça encore. Je ne crois pas. Faudra qu'on regarde quand même. Hein, quand jette un petit coup d'œil. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Merci David. Salut.